Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de vous être inscrits en grand nombre au webinaire. Avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Isabelle Linteau. Je suis conseillère scientifique et coordonnatrice professionnelle à l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention, ou dit plus court l'UETMI, du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Je laisse maintenant mes collègues se présenter. Donc, bonjour, moi c'est Natacha Dugal, je suis également conseillère scientifique à l'UETMI du CIUS Centre-Sud. Donc, on va y aller. Je vais partager à l'écran la présentation. On voit bien la présentation, Natacha? Oui. Parfait, merci. Donc, aujourd'hui, Natacha et moi, on vous présente les résultats d'une revue rapide de la littérature sur les meilleures pratiques de rééducation périnale et pelvienne chez les adultes présentant une lésion médulaire. La présentation va se dérouler comme suit. D'abord, quelques mots sur la problématique et le contexte de la demande. On vous présente ensuite la méthodologie en bref. Le plus gros de la présentation va être consacré aux résultats, plus précisément sur les effets de 5 types d'interventions recensées. On conclut la présentation, puis il va y avoir une période d'échange qui est prévue. En tout temps, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez les inscrire dans le clavardage, mais on va y revenir à la fin durant la période d'échange. On commence par la problématique. Donc, au Canada, il y a près de 86 000 personnes qui vivent avec une lésion médulaire, dont la moitié environ est d'origine traumatique. Ça peut être par exemple un accident de la route ou une chute. Et l'autre moitié d'origine non traumatique, exemple une condition dégénérative ou une maladie. Peu importe l'origine, les lésions médulaires ont souvent des répercussions importantes sur l'organisme, entre autres des dysfonctions vésicales et intestinales. Et malheureusement, c'est des dysfonctions qui vont affecter grandement l'autonomie des personnes, donc AVD, AVQ, et donc leur vie personnelle, professionnelle et sociale. On comprend donc que le traitement des dysfonctions vésicales et intestinales, c'est une priorité pour plusieurs personnes qui sont atteintes d'une lésion médulaire. Il existe différents types, différentes modalités d'intervention pour le traitement des dysfonctions vésicales et intestinales. Ça peut être des interventions physiologiques, comportementales, pharmaceutiques ou chirurgicales. C'est des interventions qui peuvent être utilisées seules ou en combinaison. En physiothérapie, une modalité courante, c'est la rééducation périnéale et pelvienne. Mais l'efficacité, la sécurité de la rééducation périnéale et pelvienne auprès de la clientèle qui souffre de lésions médulaires, ça reste à clarifier. La demande d'une revue rapide nous provient en fait du programme AVC Neuro au CIS de Laval. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi le CIS de Laval. On est ici au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. En fait, je me permets une petite parenthèse là, pour vous dire que l'UETMI du CIUS du Centre-Sud a établi un partenaire avec les 6 établissements membres et partenaires du CRIR, donc le Centre de recherche interdisciplinaire et adaptation du Montréal métropolitain. Et parmi ces 6 établissements-là, on retrouve bien entendu le CIUS du Centre-Sud, mais aussi le CIS de Laval. Donc, à tour de rôle, les directions d'épée des 6 établissements soumettent leurs demandes, mais au final, l'ensemble des établissements profitent des résultats de la revue rapide, même s'ils n'en sont pas le demandeur. Donc, je ferme la parenthèse. Et si on revient à l'équipe du programme AVC Neuro, bien, l'équipe remarque un nombre croissant d'usagers qui souffrent de lésions médulaires non traumatiques et qui sont associés à des atteintes vésicales et intestinales, par exemple un problème d'incontinence urinaire ou fécale, ou à l'inverse, un problème de rétention urinaire ou de constipation. En janvier 2024, l'équipe a démarré un projet pilote de rééducation périnéale et pelvienne en physiothérapie. C'est un service qui n'était pas offert à la clientèle auparavant, mais bon, l'équipe voulait répondre aux besoins qu'elle observait.
Puis en parallèle, l'équipe du programme AVC Neuro nous a mandaté, en fait, l'UETMI pour réaliser une revue rapide de la littérature sur les meilleures pratiques de rééducation périnéale et pelvienne chez les adultes qui présentent une lésion médulaire. En fait, l'équipe était soucieuse d'offrir des services qui sont fondés sur les données probantes. Maintenant, qu'est-ce qu'une revue rapide? En fait, une revue rapide, c'est une méthode scientifique transparente pour synthétiser des connaissances qui nous proviennent de la littérature. Et ça se veut une espèce de compromis à la revue systématique en abrégeant certains aspects sur le plan méthodologique. Donc, on adapte la méthodologie pour aller un peu plus vite. Pour vous donner une idée de grandeur, une revue rapide, ça peut prendre 4 à 6 mois à réaliser, alors qu'une recension systématique, ça peut prendre plus d'1 année à réaliser. Donc, c'est plus rapide. La grande question à laquelle la revue rapide devait répondre était quelles sont les meilleures pratiques de rééducation périnéale et pelvienne chez les adultes présentant un dysfonctionnement de la vessie ou des intestins attribuable à une lésion médulaire. Vous avez peut-être remarqué là, dans la question qu'on ne se limite pas aux lésions médulaires non traumatiques. En fait, après discussion avec le demandeur, on a convenu de couvrir tout type de lésions médulaires, que ce soit d'origine non traumatique ou traumatique. La raison, en fait, c'est que les études précisent rarement l'étiologie des lésions et quand on le fait, on inclut généralement les 2 types, traumatique, non traumatique. Donc, pour assurer la faisabilité du projet, on a dû inclure les 2. La grande question a été déclinée en 2 questions d'évaluation. Première question, quelle est l'efficacité des pratiques de rééducation périnéale et pelvienne chez les adultes présentant un dysfonctionnement de la vessie ou des intestins attribuable à une lésion médulaire? Deuxième question, quels sont les effets indésirables et les complications possibles liées à de telles pratiques? Donc, on se prononce sur les meilleures pratiques en examinant l'efficacité, mais également les effets indésirables et les complications. Pour réaliser la revue rapide, on a d'abord fait une recherche documentaire en collaboration avec une bibliothécaire spécialisée en déficience physique, et ça dans 3 bases de données scientifiques. Pour trouver, là, ici, ce qu'on cherchait, c'était des études scientifiques sur le sujet. La recherche documentaire a permis de créer un bassin de références potentiellement pertinentes. Par la suite, Natacha et moi, on a procédé à la sélection des documents selon une grille de critères préétablis. Et une fois la sélection complétée, on a évalué la qualité méthodologique des études retenues à l'aide d'une grille standardisée. L'idée ici, c'est de déterminer le niveau de confiance qu'on peut avoir en les résultats et d'en tenir compte dans la formulation de nos constats. Puis ensuite, on a extrait les données des études selon une grille d'extraction préétablie et on en a fait la synthèse des résultats. Bon, ici, je vous ai fait une présentation très sommaire là, de la méthodologie utilisée, mais si vous voulez plus de détails, je vous invite fortement à consulter le rapport complet. On arrive enfin aux résultats. Alors, la stratégie de recherche documentaire a mené à un corpus de 988 références. Puis une fois le processus de sélection terminé, il y a 29 études qui ont été retenues pour la revue rapide. Dans la grande majorité des études, les participants étaient majoritairement ou exclusivement des hommes. Les lésions médulaires dataient majoritairement ou exclusivement d'1 an et plus. Et les lésions étaient majoritairement ou exclusivement au niveau cervical ou thoracique. Enfin, dans un peu plus de la moitié des études, les participants avaient majoritairement ou exclusivement un ASIA A ou B. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'ASIA, c'est une échelle de sévérité qui varie de A à E. A étant une lésion complète, donc aucune sensibilité ni motricité. E étant lorsque la sensibilité et la motricité sont demeurées normales.
C'est important ici, en fait, de bien connaître les caractéristiques des échantillons à l'étude pour être conscient, en fait, des limites à la généralisation des résultats. Par exemple, quand on regarde ici le temps post-lésion dans les études, ça serait risqué, en fait, de généraliser les résultats qu'on va vous présenter aux personnes, par exemple, qui seraient en phase aiguë ou subaiguë. Donc, des lésions qui datent d'1 an et moins. Au total, il y a 5 types d'interventions dans les études retenues. L'intervention qui a été la plus évaluée, c'est la stimulation électrique. On a recensé 13 études au total, suivi des interventions locomotrices, l'entraînement des muscles du plancher pelvien ou du sphincter anal, les interventions qui combinent plusieurs modalités, et finalement le massage électromécanique. On n'aura malheureusement pas le temps de décrire en détail chaque intervention. Par contre, je vous invite à consulter l'annexe 6 du rapport complet pour une description détaillée de chaque intervention. Vraiment, c'est beaucoup plus écrit en détail chaque intervention dans chaque étude. Pour la stimulation électrique, en fait, il y a 7 sites de stimulation qui ont été évalués, soit le nerf génital, la colonne vertébrale, le nerf tibial postérieur, le nerf pudendal, le nerf sacré, la vessie et une combinaison de stimulation de l'abdomen et de la zone périanale. Maintenant, qu'est-ce que les études ont observé? Pour la stimulation électrique du nerf génital, il y a quelques résultats qui sont prometteurs sur les fonctions vésicales, soit une augmentation de la capacité de la vessie, l'inhibition des contractions du détrusor et une diminution des épisodes d'incontinence. Les résultats sont toutefois contradictoires pour la pression maximale du détrusor. Donc, dans une étude, la pression diminue, alors que dans une autre, on ne voit pas de changement significatif. Pour la qualité de vie, les résultats sont non concluants dans la seule étude qui l'a évaluée. Il y a une seule étude qui a évalué la satisfaction de l'intervention chez les participants. Dans l'ensemble, les participants sont globalement satisfaits. Certains ont toutefois quelques réserves par rapport aux stimulateurs utilisés, notamment concernant la longueur des fils et l'encombrement du dispositif qui doit, dans le cadre de cette étude, être porté en tout temps. Pour ce qui est des effets indésirables, il y a 3 participants d'une étude qui trouvent la sensation peu naturelle et inconfortable, bien que tolérable. Maintenant, pour la stimulation électrique de la colonne vertébrale, il y a plusieurs résultats prometteurs qui ont été observés sur les fonctions vésicales et intestinales. Plus particulièrement, on va rapporter des améliorations pour les mictions nocturnes, le débit urinaire et l'urine résiduelle post-mictionnelle. L'efficacité des mictions, c'est-à-dire le pourcentage d'urine dans la vessie qui est évacuée par miction. La capacité de la vessie, la dysénergie vésico-sphinctérienne, la pression urétrale, une mesure globale des dysfonctions vésicales et en fait la pression et la sensibilité anorectale, de même que la durée du programme de gestion des intestins. Donc, des résultats prometteurs à ce niveau. Les résultats vont toutefois être non concluants pour les contractions et la pression du détrusor, le nombre de mictions en 24 heures et les épisodes d'incontinence urinaire. Il y a une seule étude qui a évalué la satisfaction de l'intervention. Dans l'ensemble, les participants sont satisfaits et souhaiteraient poursuivre le traitement. Puis finalement, il n'y a aucun effet secondaire qui est rapporté. La stimulation est bien tolérée par les participants. Pour la stimulation électrique du nerf tibial postérieur, on rapporte une diminution significative du nombre moyen de milligrammes d'anticholinergiques par semaine. Les résultats aux autres indicateurs sont malheureusement non concluants, que ce soit pour les fonctions vésicales ou la qualité de vie. Malgré tout, les participants se disent satisfaits de l'intervention reçue. Donc, on parle d'un dispositif qui est facile d'utilisation et dont on recommanderait l'utilisation. Puis finalement, il y a 2 effets secondaires qui ont été rapportés.
Dans une étude, on observe une augmentation de la pression maximale du détrusor et non une diminution, ce qui n'est pas sans risque. Dans une autre étude, on rapporte une certaine rougeur sur la peau qui est attribuée aux électrodes. Une étude s'est penchée sur les effets de la stimulation électrique du nerf pudendal. Il y a des résultats prometteurs sur les fonctions vésicales. Plus spécifiquement, on observe une augmentation significative de la capacité de la vessie et une diminution significative de la pression maximale du détrusor. On rapporte toutefois que 2 participants ont dû être exclus. Un qui n'était pas capable de tolérer l'intensité de la stimulation et un autre qui présentait des symptômes de dysréflexie autonome pendant le remplissage de la vessie au moment de l'évaluation. On a également une étude qui a évalué les effets de la stimulation électrique du nerf sacré sur les fonctions vésicales, mais qui ne rapporte aucun résultat prometteur. On a une étude qui évalue l'effet de la stimulation électrique de la vessie sur les fonctions vésicales. 3 résultats prometteurs sont rapportés, soit une augmentation de la capacité de la vessie, une augmentation du débit urinaire maximum et une diminution de l'urine résiduelle post-mictionnelle. Il n'y a aucun résultat toutefois sur la pression, aucun résultat concluant toutefois sur la pression vésicale et aucun effet indésirable ou complication qui est rapporté. Pour terminer avec la stimulation électrique, on a une dernière étude qui évalue les effets de la stimulation électrique de l'abdomen et de la zone périanale sur les fonctions intestinales et on rapporte des résultats prometteurs pour la sensibilité périanale. Tous les indicateurs qui sont relatifs à la défécation, donc fréquence des selles, temps requis, pression appliquée sur l'abdomen, les problèmes de flatulence et le niveau de satisfaction, du participant par rapport à sa condition intestinale. C'est tout pour la stimulation électrique. Je vais maintenant laisser la parole à Natacha qui va nous parler des interventions locomotrices. Merci. Oui, pour ce qui est des interventions locomotrices, en fait, 2 catégories ont été évaluées, soit les interventions locomotrices avec exosquelette et celles sans. Il y a 5 études qui ont évalué l'efficacité de 5 différents exosquelettes sur les dysfonctions vésicales et intestinales. Il s'agit pour chacun de ces modèles-là, en fait, d'un cadre extérieur qui soutient l'individu et qui lui permet de se déplacer le plus souvent en position debout, soutenu, c'est ça, par un cadre extérieur, puis contrôlé par des impulsions musculaires résiduelles ou encore par ordinateur. Pour pouvoir synthétiser l'information, je ne vais pas différencier pour chacun des résultats à quel type d'exosquelette ça fait référence, mais vous allez pouvoir trouver l'information en détail dans le rapport complet. Pour ce qui est des interventions locomotrices sans exosquelette, il y a une première étude qui a évalué des interventions qu'on va dire générales. En fait, ça consistait en un mélange de marche sur tapis roulant et du simple fait de se tenir debout, les deux en alternance. Il y a une étude qui s'est intéressée à l'entraînement des bras avec manivelle, en fait, à l'aide d'un ergomètre. Et il y a 2 études qui se sont intéressées au fait de rester debout sur une période allant de 30 à 60 minutes une fois par jour. Maintenant, quels sont les résultats de ces études-là? Les interventions avec exosquelette n'ont pas fait ressortir de résultats concluants pour ce qui est des fonctions vésicales. Il y a toutefois 2 effets prometteurs pour les fonctions intestinales qui ont été observés. Donc, il y a l'utilisation de laxatifs ou d'émollients fécals qui aurait diminué pour 7 participants sur 10 d'une étude. Il y a aussi la consistance des selles qui s'est améliorée pour 8 participants sur 10. Les auteurs y précisent par ailleurs que les hommes et les participants ayant un ASIA A ou B répondraient mieux à l'intervention. Par contre, pour tout ce qui est des autres résultats, ils se sont avérés non concluants ou contradictoires. Même chose pour les effets sur la qualité de vie. Il y a des résultats contradictoires qui sont sortis des études. Pour ce qui est des effets indésirables ou complications, on rapporte plusieurs cas de détérioration de la constipation après l'intervention avec exosquelette dans une étude.
Il y a aussi d'autres cas isolés là, qui rapportent des effets négatifs, comme une aggravation de l'incontinence, une détérioration de la qualité de vie et aussi une abrasion de la peau. Maintenant, pour ce qui est des interventions locomotrices dites générales, donc alternance, marche et position debout, il y a des résultats prometteurs qui ont été observés sur plusieurs fonctions vésicales, dont la capacité de la vessie, contraction de la vessie, la pression intravésicale, l'efficacité de la miction et le nombre d'épisodes d'incontinence. Il y a seulement la compliance vésicale, en fait, parmi les indicateurs évalués qui a montré aucun résultat concluant. Pour les fonctions intestinales, on a observé un seul résultat prometteur, en fait, sur le seul indicateur qui a été évalué, donc le temps requis pour aller à la selle. Pour ce qui est de l'entraînement des bras avec manivelle, des résultats prometteurs sur 2 indicateurs sur les fonctions vésicales ont été observés. Donc, on parle de la pression maximale du détrusor et la compliance vésicale. Par contre, tous les autres résultats se sont avérés non concluants. Pour ce qui est des fonctions intestinales, rien de concluant non plus. En fait, la seule variable étudiée, qui est encore une fois le temps requis pour aller à la selle, n'a pas montré d'effet concluant. Maintenant, pour ce qui est de l'entraînement debout, on n'observe rien de concluant ni du côté vésical, ni du côté intestinal. Il y a aussi la satisfaction des participants là, qui n'était pas très bonne. En fait, les participants ont carrément donné une note de 0 sur une échelle de 0 à 10 pour ce qui était des bénéfices perçus de l'intervention. Il y a aussi quelques effets indésirables et complications qui sont ressortis, dont une diminution significative de la capacité de la vessie qui a été observée dans une étude. Et il y a aussi des participants qui ont rapporté différents effets indésirables, là, dont des étourdissements ou une augmentation de la pression sanguine. C'est tout pour les interventions locomotrices. Maintenant, on passe à l'entraînement des muscles. Donc, dans cette section, on retrouve d'abord 2 études qui se sont intéressées à l'entraînement des muscles du plancher pelvien sans rétroaction biologique pour ce qui est du traitement des dysfonctions vésicales. Et on retrouve 2 études qui se sont intéressées à l'entraînement des muscles du sphincter anal avec rétroaction biologique cette fois-ci sur les fonctions intestinales. Donc, on peut passer tout de suite aux résultats. Pour ce qui est de l'entraînement des muscles du plancher pelvien sans rétroaction biologique, il y a plusieurs résultats prometteurs sur les fonctions vésicales qui ont été observés. Donc, sur l'incontinence urinaire, sur la contraction des muscles du plancher pelvien et l'hyperactivité du détrusor. Hein, et un effet immédiat aussi sur la pression d'ouverture urétrale, un effet qui devient toutefois non significatif au suivi de 24 semaines. Pour ce qui est des autres résultats, ça s'est avéré non concluant. Même chose par rapport à la qualité de vie des participants. On n'a pas de résultats concluants. Il s'agit aussi d'une intervention en fait, qui n'est pas sans effet indésirable ou complications. En fait, il y a une étude qui rapporte une diminution significative de la capacité de la vessie lors du suivi de 24 semaines. On a aussi rapporté un cas isolé de douleur au niveau du plancher pelvien. Maintenant, du côté de l'entraînement des muscles du sphincter anal avec rétroaction biologique, on a quelques résultats prometteurs qui ont été observés sur les fonctions intestinales, dont une amélioration de 40% là, de l'état de constipation. C'est intéressant de mentionner aussi ici que les patients avec atteinte médulaire se sont améliorés davantage que ceux sans atteinte médulaire. C'est un résultat là, qui indique que l'entraînement des muscles du sphincter anal pourrait engendrer des bénéfices autant, sinon même plus grands chez les blessés médulaires que chez les autres types de patients. On observe aussi une augmentation de 24% de l'état d'incontinence fécale, cette fois semblable à ceux sans atteinte médulaire, et une amélioration du sentiment de contrôle et de la satisfaction des participants sur les fonctions intestinales. Les études ont aussi montré des résultats prometteurs là, sur la qualité de vie des participants. Isabelle, je te redonne la parole pour la suite. Oui, merci. J'avais un petit problème technique. Donc, maintenant, on a dans 4 études, il y a 4 études en fait où on évalue l'effet d'une combinaison de plusieurs modalités d'intervention. Dans la première, on combine la stimulation du nerf tibial postérieur avec la stimulation du plancher pelvien et l'entraînement des muscles du plancher pelvien avec rétroaction biologique. La deuxième combinaison, en fait,
on combine entraînement des muscles du plancher pelvien avec la stimulation intravaginale. Donc, ça, c'est une étude. Une troisième étude combine l'intervention locomotrice, en fait, une intervention locomotrice, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, à la stimulation de la colonne vertébrale. Et une quatrième étude qui, en fait, a recours à un vélo avec stimulation électrique fonctionnelle. Plus précisément, il y a 3 groupes musculaires qui reçoivent la stimulation, soit les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. Pour la stimulation électrique du nerf tibial postérieur et du plancher pelvien, combiné à un entraînement du plancher pelvien avec rétroaction biologique, en fait, la quasi-totalité des résultats sont prometteurs, que ce soit pour les fonctions vésicales et intestinales, la qualité de vie et le niveau de satisfaction d'intervention. Pour l'entraînement du plancher pelvien combiné à une stimulation électrique intravaginale, on ne rapporte aucun résultat prometteur sur les fonctions vésicales ni sur la qualité de vie. Pour l'intervention locomotrice combinée à la stimulation électrique de la colonne vertébrale, les résultats sur les fonctions vésicales sont soit non concluants, soit contradictoires. Il y a 3 résultats prometteurs toutefois sur les fonctions intestinales, soit une amélioration du score à une échelle de sévérité des dysfonctions intestinales, une diminution du temps requis pour aller à la selle et une normalisation de la fréquence des selles. Pour la dernière combinaison, soit l'utilisation d'un vélo avec stimulation électrique fonctionnelle, il y a seulement la quantité d'urine éliminée qui a été évaluée. Malheureusement, les résultats se sont avérés non concluants. Également, on rapporte 3 effets indésirables chez respectivement 3 participants, à savoir une intolérance à la stimulation des quadriceps, une augmentation de la spasticité et la précipitation d'un accident intestinal. La dernière intervention évaluée, c'est celle des massages électromécaniques. Il s'agit en fait d'une seule étude qui s'est intéressée aux effets d'un appareil de massage électromécanique qui est appelé le Freelax sur les fonctions intestinales. C'est important de garder ça en tête et de ne pas tirer des conclusions générales en fait, sur les massages. L'appareil dont il est question est utilisé pour masser l'abdomen au niveau de la partie transverse du côlon de 6 à 10 heures avant l'heure habituelle d'aller à la selle. Pour ce qui est des résultats, aucun effet concluant rapporté sur les fonctions intestinales. Pour ce qui est de la satisfaction de l'intervention, il y a peu de bénéfices perçus par les participants, une évaluation globale plutôt négative. Et il y a seulement la moitié des participants, en fait, qui ont trouvé l'appareil facile à utiliser. L'autre moitié des participants disent qu'ils ont eu besoin d'aide pour utiliser l'appareil. Il est important de souligner aussi que 25% des participants ont ressenti de la douleur à l'utilisation. Donc, c'est terminé pour les résultats. Maintenant, on peut passer à la conclusion. Donc, on se rappelle la question à laquelle on voulait répondre, c'est quelles sont les meilleures pratiques de rééducation périnéale et pelvienne chez les adultes présentant un dysfonctionnement de la vessie ou des intestins attribuables à une lésion médulaire, hein? Donc, c'est quoi nos constats de la revue rapide? Pour ce qui est des fonctions vésicales, il y a des résultats prometteurs qui ont été trouvés pour ce qui est de la stimulation électrique du nerf génital, de la colonne vertébrale, du nerf pudendal et de la vessie. Des résultats prometteurs pour les interventions locomotrices autres qu'exosquelettes, plus particulièrement sur les interventions dites générales et l'entraînement des bras avec manivelle. Des résultats prometteurs pour l'entraînement des muscles du plancher pelvien sans rétroaction biologique et des résultats prometteurs pour la stimulation électrique de 2 sites différents combinés à un entraînement du plancher pelvien avec rétroaction biologique. Maintenant, pour ce qui est des fonctions intestinales, il y a des résultats prometteurs qui ont été trouvés pour la stimulation électrique de l'abdomen et de la zone périanale, pour les interventions locomotrices générales sans exosquelette, des résultats prometteurs pour l'entraînement des muscles du sphincter anal avec rétroaction biologique, et finalement des résultats prometteurs pour l'intervention locomotrice combinée à la stimulation électrique de la colonne vertébrale.
Les études ont montré aucun résultat prometteur pour les interventions suivantes, donc la stimulation du nerf sacré, l'entraînement debout, l'entraînement du plancher pelvien combiné à la stimulation électrique, intravaginale, pardon, et le vélo avec stimulation électrique fonctionnelle et le massage électromécanique. Pour ce qui est des interventions de stimulation du nerf tibial postérieur et les interventions locomotrices avec exosquelette, ben, les résultats ils se sont montrés en fait contradictoires ou encore mitigés. Pour toutes les interventions présentées, peu ou pas d'effets sur la qualité de vie des participants ont été observés. Les participants ils se disent tout de même globalement satisfaits des interventions reçues, sauf pour deux exceptions. Donc, sauf pour l'entraînement en position debout et l'appareil de massage électromécanique qui ont eu des échos là, plutôt négatifs. Pour ce qui est finalement des effets indésirables ou complications, il y a peu d'études qui sont formellement évaluées. Les connaissances sont donc trop limitées là, pour l'instant là, pour se prononcer avec certitude sur l'innocuité des différents types d'interventions. Pour clore la présentation, c'est important de souligner certaines limites là, des résultats qu'on vient de vous présenter. D'abord, c'est malheureusement pas possible de comparer l'efficacité des différents types d'interventions ni de nuancer les résultats selon l'étiologie des lésions médulaires. Un peu comme je vous disais au début de la présentation, souvent dans les études, on combine les deux types de lésions, mais on n'est pas capable de faire, il n'y a pas de résultat qui nous permet de savoir si certains types d'interventions seraient, par exemple, plus efficaces auprès des participants qui ont une lésion médulaire non traumatique par rapport à ceux qui ont une lésion traumatique. Les effets des interventions chez les femmes, les personnes avec des lésions au niveau lombaire et sacré et les patients en phase aiguë ou subaiguë ont très peu été étudiés. Également, les effets à moyen et à long terme ont rarement été évalués. Généralement, les résultats qu'on vous présente, ce sont des résultats à court terme. Il y a une bonne partie des interventions qui ont été évaluées par un nombre restreint d'études, donc une ou deux études. C'est pour ça que nous, on préfère parler en termes de résultats prometteurs, étant donné la faible quantité d'études. Également, il y a plusieurs limites méthodologiques là, dans les études qu'on a retenues. On arrive à la période d'échange, donc on pourrait fermer l'enregistrement.